Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting Daily FX. Nous sommes le mardi 30 septembre 2014. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, juste après d'ailleurs la publication des chiffres de l'évolution des prix, donc au sein de la zone euro au mois de septembre, avec ici sous vos yeux trois indicateurs: le taux de chômage au mois d'août au sein de la zone euro, le taux d'inflation core en rythme annuel, donc entre le mois de septembre 2014 et le mois de septembre 2013 au sein de la zone euro, et le taux d'inflation standard. Eh bien ces deux chiffres ressortent inférieurs au consensus, puisque l'inflation core ressort à 0,7 contre un consensus de 0,86. Taux d'inflation lui standard ressort à 0,3 contre un consensus de 0,4, et voilà donc qui entretient la chute de la paire euro-dollar, qui semble là emporter le support à 1,2660 $, alors que notre indice Dow Jones FXM Dollar Index semble avoir effectué un simple pullback sur 11 000 points et donc repartir de l'avant. Les tendances en place depuis le 1er juillet sont pour l'instant préservées en attendant la décision de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Voilà donc pour l'introduction, bienvenue. En attendant, vous aviez pu prendre connaissance de notre avertissement légal. On va passer donc directement sur la plateforme. Bienvenue à tous, je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, et donc immédiatement un passage en vue de la paire euro-dollar. Voilà donc quel est le niveau que malmène à nouveau la paire euro-dollar, finalement dans le sens de la tendance de fond, tendance baissière, vous le savez, en place depuis le printemps dernier, depuis les 1,40, avec tout simplement une succession de cassures de supports et des résistances qui se forment et qui sont finalement même pas testées, puisque hier le marché a tenté de revenir tester les 1,2750, ce qu'il n'a pas fait. Il s'est arrêté à 1,2715 et donc aujourd'hui les 1,2660 sont malmenés. Alors voilà un niveau là que la paire euro-dollar tente d'enfoncer. Les prochains niveaux, c'est quoi? Eh bien c'est 1,26 forcément, c'est un chiffre rond, 1,26, 1,2580 et 1,25 $. En tout cas voilà, ici donc un niveau qui est à nouveau emporté. Si j'observe aujourd'hui ce que nous on utilise ici pour cadrer un peu l'ensemble des marchés depuis le début du mois de juillet, donc cette tendance du dollar américain, il y en a plusieurs des indices dollars. Nous on utilise ici celui qui est proposé donc à la fois par Dow Jones et FXECM, à savoir aujourd'hui une mèche basse intéressante sur ce support, ce nouveau support des 11 009 points. Il s'agit donc du précédent sommet annuel, alors même pas annuel, c'était le sommet de l'été 2013. Et bien là il relance à nouveau la progression, donc le dollar américain reste fort en attendant la Banque Centrale Européenne. Banque Centrale Européenne qui s'exprimera jeudi et qui ne manquera pas de réagir donc à ces chiffres de l'inflation qui vont probablement faire jaser, si vous me permettez l'expression, d'ici jeudi, puisque même l'inflation core ressort inférieure aux attentes, donc 0,7. Quant à l'inflation générale, je pense qu'elle pâtit notamment du recul des prix de l'énergie, en tout cas donc plus 0,3 pour l'inflation standard, plus 0,7 pour l'inflation core. La désinflation se poursuit donc, et ce qui met mécaniquement sous pression la paire euro-dollar qui se dirige vers son prochain support à 1,26. Donc cette tendance baissière se poursuit. Voilà donc pour le cadre de fond. Ce que je vous propose, c'est de passer en revue tout de suite les autres paires en dollars, puisque c'est là où ça bouge, et ensuite nous passerons en revue sur le compartiment des matières premières, l'énergie, puisque sur le gaz naturel, la stratégie de Nicolas Chéron est un succès, puisque le marché rejoint la prochaine résistance à 4,20 $. Et puis nous parlerons bien sûr des cours du pétrole, un tour d'horizon aussi global des indices boursiers, sachant que sur ce marché il ne se passe pas grand chose, même si depuis début septembre, petit à petit, les prix reculent, surtout sur les actions européennes. Et puis enfin nous regardons le Bund et je répondrai à l'ensemble de vos questions. Alors, donc l'eurodoll emporte le support à 1,2660. S'agit-il d'une nouvelle résistance? Il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, si ce soir nous avons un cours de clôture sous ces 26,60, eh bien oui, il s'agira donc d'une nouvelle résistance. En tout cas, le marché continue de reculer. Qu'en est-il des autres paires majeures? Eh bien, je m'intéresse ici donc, alors on va regarder l'AUD-USD, l'USD-Yen et le GBP-USD ainsi que l'USD-CAD. Finalement, l'USD-CAD reste une des paires de devises toujours, je dirais, un des meilleurs véhicules pour jouer l'appréciation du dollar US, puisque la dernière cassure en date est une cassure haussière des 1,11, et 1,11 sont désormais un niveau de support, et voilà, la phase ascendante se poursuit. Donc le prochain objectif sur cette paire USDK, il y a un certain nombre de niveaux, donc déjà les 1,1190, 1,12, 1,1223 et probablement une progression donc en direction des 1,1278. L'USD CNH, lui, performe bien, notamment depuis hier, il reste bien orienté. Ça a pris du temps, le mouvement d'inversion.
Et donc finalement ça se confirme, notamment depuis hier, et puis la mèche basse du jour est donc aussi intéressante. Donc depuis notre recommandation d'achat, au-dessus de ce niveau de support des 6,1290, ça a pris du temps, c'est assez progressif, mais pour l'instant donc ça reste bien orienté. On passe rapidement sur USD Yen, AUD USD, GBP USD pour observer la suite des événements avec toujours ici donc notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. L'USD Yen semble en mesure donc de sortir par le haut d'un petit range, et c'est probablement déjà le cas, qui s'était créé entre 108,25 et la résistance ici à 109,45. Prochaine cible est 110. Alors par contre 110, j'imagine que le marché pourra réagir, c'est quand même un objectif de course, c'est un chiffre rond. En tout cas, voilà un niveau vers lequel se dirige donc la paire USD-Yen. Le dollar US reste fort, le Yen, lui, de manière générale, teste ses plus bas annuels. Il ne les a pas enfoncés, mais il reste flat dessus. Il est lui-même sous pression depuis justement le ralentissement de la croissance des prix. Ce sont des chiffres qui ont été publiés vendredi dernier. Alors, si je regarde un peu la réaction générale des marchés, on a deux choses qui se passent. On voit que le dollar reste fort, l'euro reste sous pression, notamment on le voit sur la paire euro-dollar. Le marché action, lui, eh bien, il suffit de regarder le CAC 40 pour comprendre que ces marchés actions ne font pas grand-chose depuis la séance du 23 septembre, puisque, regardez ces chandeliers journaliers, vous ne rêvez pas, hein, ce sont des vrais chandeliers journaliers. Un grand corps rouge, et puis un grand corps positif, un grand corps rouge, un grand corps positif, un grand corps rouge, donc aujourd'hui un grand corps positif, bref. Un range trading sur le CAC 40 entre 4350 points et 4430 points, 4430 points, qui est probablement une résistance qui pourra être à nouveau vendue par le marché. En tout cas, pour l'instant, l'indice reste parfaitement enfermé dans ces bornes-là. Voilà donc pour le CAC 40, mais on parlera un peu plus précisément des indices lorsque j'aurai fini le tour d'horizon sur les paires majeures. L'AUD-USD, alors l'AUD-USD, eh bien, lui, il s'approche de ses plus bas annuels. Donc le plus bas annuel de la USD, ce sont les 0,8660. 0,8660 qui n'ont pas encore été testés précisément par le marché. Et la USD, bien, lui aussi reste sous pression, toujours donc couvert par cette oblique résistante. D'ailleurs, le point haut du jour, c'est le test de l'oblique de tendance baissière sur la USD en place depuis le 5 septembre. Alors, eh bien, écoutez, le mouvement se poursuit, le mouvement de repli se poursuit, et pour l'instant, eh bien, tant qu'on reste capé par cette oblique, il est clairement probable que cette paire de devises, alors la UD et le NZD sont de toute façon des devises qui sont pénalisées depuis le début du mois de septembre. Ça a commencé sur le dollar australien, et puis le dollar néo-zélandais, lui, s'est un peu effondré hein, depuis la fin de la semaine dernière. De manière générale, on le sait, le retour de la vol sur le marché du FX pénalise fortement ces devises qui ont profité pendant longtemps de stratégies carry trade, ce qui n'est plus le cas. Donc la UD-USD recule aussi pour tout un tas de raisons qu'on a déjà évoquées ici dans nos articles. En tout cas, toujours couvert par cette oblique de résistance en place depuis le 5 septembre 2014. La UD-USD reste sous pression et il est fort probable que ce marché aille tester les 0,8660 lors des prochaines heures. Et enfin le GBP-USD, j'imagine qu'il n'échappe pas à la règle. Eh bien oui, il n'échappe pas à la règle, à savoir un dollar US qui est toujours bien orienté. Donc il y avait ce niveau des 62,80, moi qui m'intéressait la semaine dernière, qui a malheureusement été cassé lors de cette séance du 26 septembre. Donc le 26 septembre, c'était quand? C'était vendredi dernier. Et aujourd'hui, le marché est revenu tester les 1,6280, 1,6280 qui craint à nouveau un rejet. Dans tous les cas de figure, on est dans une zone qui, moi, m'intéresse sur le GBP-USD. Donc, c'est tout ce que ce marché tente de créer ici entre les 1,60 et les 1,6280. Sauf que là, eh bien, clairement, dollar américain reste le plus fort. On a une mèche haute, une tentative d'accélération au-dessus des 1,6280 qui a été stoppée net ici par ce qu'on peut désormais appeler la nouvelle résistance à 1,6280. Les cours sont toujours couverts par la moyenne mobile à 20 jours. Donc, eh bien voilà. Il s'avère probable, enfin, il me semble probable que là le GBP-USD lui aussi se replie déjà donc en direction de ces 1,62, mais peut-être en direction donc de ces 1,6160. En tout cas, avant les chiffres du rapport sur l'emploi aux États-Unis vendredi et la Banque Centrale Européenne, eh bien tout simplement les tendances en place depuis le début du mois de juillet sont intactes et finalement donc vendredi dernier, sur le dollar US, la cassure des sommets de 2013 donnait un signal d'achat qui pour l'instant continue d'entretenir la hausse de cette paire de devises. Et de toute façon, je vais revenir donc sur la paire euro-dollar.
sur la paire euro-dollar, pour espérer un jour un rebond technique important, il faudra casser une résistance qui n'est pour l'instant pas le cas. Il y avait les 1,2750, ils n'ont même pas été atteints, ils rejettent. Donc pour le moment, eh bien, cette phase de baisse est entretenue. Prochain support 1,26. Donc là on a fait combien? Là on est à 1,2616. Donc bah voilà, écoutez, c'est l'état des lieux là sur les paires majeures. Toujours, dont la tendance est clairement liée à cette force du dollar américain. Alors il y a tout un tas de paires croisées qui peuvent vous intéresser, notamment lorsqu'on croise les majeurs, enfin les devises comme le dollar, le GBP, l'euro avec l'AUD, le NZD, etc. Laissez vos commentaires, c'est pareil, si vous avez des questions précises sur certaines paires en yens autres que l'USD yen, laissez vos commentaires puisque je ne vais pas faire un tour d'horizon de toutes les paires de devises. Par contre, je répondrai à vos questions si vous avez une question précise sur ces parités-là. Alors maintenant, les indices boursiers, qu'en est-il? Eh bien, pas grand-chose. Alors, on a, en tout cas j'ai, une trame de fond qui est de considérer que sous un certain nombre de résistances majeures qui ont rejeté les cours au début du mois de septembre, c'est un marché qui est en risque. Par contre, si je me concentre sur l'action des prix à très court terme, que puis-je dire sur l'indice CAC 40, si ce n'est qu'il s'agit d'un range trading entre 4350 points et 4430 points, et que nous sommes actuellement en plein milieu de ce range. Donc 4430 points, c'est la première résistance. D'ailleurs, je pense que à nouveau, si elle est testée, on pourra mettre en place dessus une stratégie de vente. Pourquoi est-ce que le marché action réagit de cette façon-là? Parce que je pense que de tels chiffres de l'inflation font spéculer le marché sur quoi? D'une part, peut-être des mesures, de nouvelles mesures. Alors on verra bien, le marché d'ailleurs pourra être déçu jeudi si la BCE n'annonce rien de particulier. En tout cas, c'est toujours la même chose. La désinflation au sein de la zone euro entretient la baisse de l'euro et crée là quelque chose de légèrement positif sur le marché action parce qu'on espère derrière une banque centrale européenne capable de lancer des mesures plus directes que les programmes actuels. Réponse jeudi. Je pense qu'à nouveau, l'interprétation de ces chiffres et ce qu'en fera la Banque Centrale Européenne et Mario Draghi sont très importants pour les marchés actions. En tout cas, le dollar américain reste fort et l'euro-dollar, donc, là, casse le support à 1,2660. Les autres indices boursiers, on va tous les passer en revue. L'indice Dow Jones, lui, c'est pareil. Il crée un range, alors à plus court terme, entre les 16 950 points et les 17 150. 17 150 points, c'est une première résistance. Là aussi, pas grand-chose. On a une séance positive le 24 septembre neutralisée par une séance négative. Idem le 26 neutralisé donc par la séance d'hier. Et là aujourd'hui, au moment où je parle, ce marché ne fait pas grand-chose. Bon, normal, les marchés US ne sont pas encore ouverts. Il est encore très tôt là-bas sur la côte Est. Ça devrait s'activer à partir de 13h, 14h lorsque du personnel arrivera en salle de marché pour commencer à négocier sur les marchés à terme. En tout cas, première résistance que je vois sur l'indice Dow Jones, ce sont les 17 150 points. Hier, mais je base sur ce support donc des 16 936 points. N'ai pas changé d'avis en ce qui me concerne pour le positionnement moyen terme et sur ce qui pourrait se passer au mois d'octobre. Le mois d'octobre n'a pas commencé, le timing je ne le connais pas, mais en tout cas sous ces résistances-là, sous ces 17 150, sous ces points hauts ici établis par l'indice Dow Jones, j'estime que ces marchés sont toujours en risque pour le mois d'octobre. J'ai pris le temps de vous préparer une capture d'écran que je vais aller trouver, mais j'ai tweeté tout à l'heure. J'ai essayé donc de faire la synthèse des volatilités implicites sur les marchés financiers, des volatilités implicites qui ont fait des points bas au début du mois de juillet et qui ne se dégonflent pas, donc on a un mouvement d'ensemble de hausse. Alors elles se construisent sur la volatilité réalisée, en tout cas sur les attentes de volatilité réalisée. D'ailleurs, je vais vous montrer celle de l'euro-dollar. Alors c'est une moyenne, donc on peut utiliser pour ça un indicateur qui s'appelle l'ATR. C'est une sorte de moyenne mobile, si vous voulez, de moyenne simple de l'intervalle de prix balayé donc par les cours sur les 50 derniers jours, puisque là je l'ai paramétré à 50, et donc on voit que cette dernière continue d'augmenter. Alors elle a gagné une quinzaine de pips, elle est passée de 48 pips à 64 pips au moment où je vous parle, en moyenne sur les 50 dernières séances, et clairement la poursuite de la tendance baissière entretient donc le rebond de cette volatilité réalisée. Quant aux attentes, les voici. Alors laissez-moi retrouver le graphique, le voici. Donc sur ce chart,
j'ai rassemblé depuis le 1er juillet 2014 les volatilités implicites de l'or, du DO, du SP500 et de l'euro en tant qu'indice de devise pour constater que ces 4 indicateurs se reprennent depuis le mois de juillet, mais il n'a pas s'agi d'un mouvement de reprise sans suite, hein. On n'a pas fait simplement un pic et c'est pas retombé comme ça, on a peut-être des tendances ici qui s'installent et qui en tout cas indiquent que les volatilités, elles réalisées, devraient continuer de progresser lors des prochaines semaines. Et là, au moment où je vous parle, on voit que, alors on peut le regarder, vous pouvez vous-même la regarder en chargeant sur le SP, le DO ou toutes les paires de devises qui vous intéressent, l'indicateur ATR, sur la période qui vous paraît la plus adéquate. Bon, moi, je les ai affichés ici sur 50 séances. En tout cas, on voit que ces indicateurs de vol réalisés, donc ce sont des moyennes, eh bien, établissent de nouveaux plus hauts, et ce qui semble actuellement être à nouveau le cas ici sur la paire euro-dollar. Donc ce qui est clairement favorable aux phases directionnelles sur les paires majeures, d'où cette belle construction technique sur la paire euro-dollar qui casse un support, ça devient résistance, etc. etc. Et c'est à nouveau le cas aujourd'hui pour le niveau des 1,2660 sur la paire euro-dollar. Donc voilà ce qu'il en est sur ces paires majeures. Maintenant, un passage sur les matières premières et ensuite je réponds à vos questions. Et en fait, sur les matières premières, je vais me concentrer sur simplement l'énergie. Et notamment donc sur cette stratégie qui a été proposée tout au long du mois de septembre sur le gaz naturel, avec hier entrevu dans l'émission de l'après-midi la cassure d'une résistance à 4,10 $. Alors la prochaine cible, elle se situe ici à 4,22 $, c'est la prochaine résistance horizontale. On avait quelque chose de précurseur, c'était la sortie par l'eau de cette petite compression latérale sur l'indicateur technique RSI. Donc je vais l'ajouter ici, la légende, en données journalières. Donc voilà, la prochaine cible, elle se situe là, 4,22 $. Nous sommes à 4,15 $. Donc voilà, ça c'est la cible pour les prochaines heures et probablement avant jeudi, avec les chiffres hebdomadaires d'évolution de stock de gaz naturel aux États-Unis. Maintenant, un autre marché qui m'intéresse et que je vais aller chercher immédiatement, ce sont les cours de l'énergie. Alors ça c'est une stratégie, alors en fait on va être honnête, hein, il y avait 4 stratégies qui vous avaient été proposées mi-septembre sur les matières premières. C'est une stratégie invalidée sur l'argent, puisqu'on a cassé le support. Sur l'or, bon, c'était les 1240, ça avait été pulvérisé, maintenant c'est un marché qui tend vers ses plus bas annuels. Par contre, sur les cours du pétrole, les niveaux ont tenu, les 91,50 $ sur les cours du WTI et les 96,70 $ sur les cours du Brent. Par contre, il y a eu une inégalité de comportement. Le WTI, lui, a quand même construit un rebond d'à peu près 3-4 $. Et par contre, le Brent, lui, il est pile poil sur son niveau, mais il n'a pas encore rebondi. Il le pourrait s'il franchissait une résistance. Je vais vous montrer laquelle. Ici, vous avez donc en temps réel sous les yeux une superposition de deux choses, les cours du WTI, donc l'US Oil, et la courbe de force relative US Oil, UK Oil, pour constater finalement qu'à chaque fois que le WTI établit un creux, il y a aussi un bottom qui se forme sur le ratio. Donc c'était ce qui s'était passé ici en novembre 2013, en janvier 2014 et à nouveau ici en septembre 2014. Tout ce que je sais, c'est que nous avons un signal d'achat sur l'indicateur, sur le US Oil, sur UK Oil, donc sur le ratio, ce qui m'invite à penser que l'US Oil fera mieux que le UK Oil. C'est déjà le cas et ça devrait continuer encore la première quinzaine du mois d'octobre. Maintenant, qu'en est-il pour la suite des événements? Si vous vous êtes positionné long aux alentours des 50 $, et je sais que c'est le cas pour un certain nombre de personnes qui ont pu lire nos analyses, on atteint un premier objectif ici qui se trouve à 95,16 $. Et bien ces 95,16 $ sont importants puisqu'il s'agit du point d'accélération haussière du 3 décembre 2013 ainsi que du point d'accélération haussière du 21 janvier 2014. Je vous invite donc à faire, il y a plusieurs choses à faire, soit vous croyez au mouvement, et honnêtement personne n'a de boule de cristal, on ne le sait pas, surtout que le dollar US reste fort. En tout cas, soit vous remontez vos stops si vous êtes passé long sur le support. Alors remonter les stops, ça veut dire quoi? Les remonter sous 93, disons 92, 95. Et puis en tenant le long, en attendant d'une part un test des 95,16, et si les 95,16 sont débordés, c'est un marché qui peut rejoindre 96, 97, voire même 99 $. Autre possibilité, vous estimez que ces 95,16 $ vont bloquer net le mouvement, et bien encaissez sur cet objectif qui est donc la première résistance à 95,16 $.
Le Yuka Oi est le plus faible, cependant, il a jusqu'à présent bien tenu les 96,70 $, puisqu'il n'a fait strictement aucune clôture sous le support à 90,70 $, et il est en train actuellement de s'attaquer à une résistance importante à 97,50 $. Alors c'est moins punchy que le WTI, cependant ce sont deux niveaux qui m'intéressent, à la fois 95 sur le WTI et 97,50 sur le Brent, puisque si ces niveaux sont franchis, le Brent ira à 100 et le WTI sur les 98,99. Alors tout dépend en fait des positions que vous avez, mais si vous avez initié depuis mi-septembre un long sur les 96,70, il va être difficile en l'état de remonter les stops étant donné qu'on est vraiment proche de votre cours d'entrée. Donc je pense que là on peut être soit mettre le stop au cours d'entrée, soit conserver le stop initial. Par contre, si le marché enregistre une clôture jour au-dessus des 97,50, je pense que là le marché rejoindra les 100. Et je ne suis pas réellement gêné par cette oblique de tendance. En tout cas, elle sera rejointe. Voilà, elle passe sur les 99-99-100. Bon, en tout cas, ce sont des stratégies, notamment sur le WTI, qui ont plutôt bien fonctionné. Par contre, voilà, à un moment ou à un autre, il y a deux façons de gérer cette position. Soit laisser le marché décider de votre sortie, donc c'est le stop qui accompagne la position. Alors, il peut être suiveur automatique ou suiveur manuel. Donc c'est simple, c'est vous qui le déplacez en le remontant par exemple à 92-95 sur le WTI. Sur le Brent, c'est un peu tôt. Il faut encore laisser la chance au mouvement et donc au moins le mettre à votre cours d'entrée, quoi. En tout cas, voilà, il y a un bon comportement de l'énergie là sur le compartiment des matières premières, qui n'est pas gêné par aujourd'hui les nouveaux plus hauts sur le dollar US. Donc voilà pour mon point de marché que j'ai voulu plus court en fait, donc je me suis dépêché pour répondre en fait à vos questions et aux actifs qui vous intéressent. Alors c'est parti, je prends dans l'ordre les actifs que vous indiquez. Alors, bonjour visiteurs, que pourrait-il se passer en cas de rapprochement des banques centrales chinoises et de Hong Kong? Honnêtement, je ne sais pas, donc je ne vais pas me prononcer sur ce sujet, je ne peux pas vous dire. Alors, parler un peu plus fort, pourtant je pense que le son il est assez fort. Alors, je ne suis pas le dollar de Singapour. Alors, visiteur, le CAC 40. Donc le CAC 40. Alors, c'est certain que pour quelqu'un qui découvrirait un graphique en chandelier japonais du CAC 40, il peut avoir un premier réflexe de se dire « mes graphiques bug ». C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ces chandeliers journaliers? Ils sont opposés d'une séance à l'autre. Eh bien, ce sont des vrais chandeliers qui traduisent simplement à court terme l'hésitation du marché entre 4350 et 4430 finalement, faisant que ni acheteur ni vendeur, alors ça dépend en fait si on tient des positions d'une journée finalement, depuis la semaine dernière, à chaque fois que vous avez vendu 4430 et que vous vous êtes racheté sur 4350 et à chaque fois que vous avez acheté 4350 et que vous avez pris vos bénéfices sur 4430, vous avez réalisé 80 points de gain. Et en fait, qu'est-ce que je viens de décrire? Tout simplement le range trading actuel du CAC 40 entre ces deux bornes. Et actuellement, la situation n'a pas changé. 4430 c'est une résistance et si le marché va la chercher, je pense que voilà, moi je pense qu'il faut continuer d'appliquer cette stratégie, donc la vendre. 4397, on est au plein milieu du range, donc pour l'instant là, en termes d'ouverture de position à l'instant là où je vous parle, c'est plutôt compliqué. Maintenant, voilà, donc voilà tout simplement pour le CAC. Alors, Ben, question sur l'indice S&P 500. À l'indice S&P 500, alors là, c'est encore plus étroit. Le marché depuis... c'est franchement, les chandeliers journaliers du SP500, c'est complexe. Alors, c'est complexe oui et non. Il y a deux niveaux, 1967 et 1985.
Alors, c'est la réalité, ce sont des niveaux de prix horizontaux là qui agissent, c'est ce que vous constatez ici. En fait, on voit que ça correspond à des niveaux de retracement aussi de Fibonacci, donc de tout ce mouvement qui avait eu lieu ici entre le 8 août et le 3 septembre. Là, au niveau actuel des cours, pas grand chose à faire. Vous me demandez où le vendre. J'attire votre attention par exemple sur la moyenne mobile à 20 jours. Hein. Elle a une orientation baissière. Elle passe un peu plus haut. Donc je pense que 1995, en fait les 2000 points, voilà, je pense que ça se vend. Moi je pense qu'en octobre, on aura un choc. Enfin un choc, quelque chose de semblable à ce qu'on a pu avoir en juillet. Mais voilà, quand, je sais pas, voilà, mais ce que je constate, c'est que ça s'affaiblit, on s'approche de lignes de tendance haussière ici en place depuis sur le SP500 novembre 2012, et le marché réagit de moins en moins bien, on s'en approche, on tombe dessus. Donc voilà, j'estime qu'il faut vendre sous résistance, et donc pour répondre à votre question, eh bien la première que je vois sur le SP, elle passe entre 1995 et les 2000 points. Et idem donc sur l'indice Dow Jones. Hier je vous ai montré un ratio intéressant qui est la courbe de force relative DO SP500. Donc vous pouvez réassister à l'émission puisqu'elle est sur le site dans la section vidéo. C'est le point de marché d'hier. Mais voilà, les données elles n'ont pas changé puisque là il n'y a pas réellement de nouveautés sur ce marché action depuis hier. Donc voilà en tout cas ce qui se passe en l'état sur ces marchés. Alors je vais continuer de regarder vos commentaires. Alors GBP CHF, voilà, c'est parti. Alors le GBP CHF, là aussi c'est une stratégie directionnelle vraiment juste hyper propre. En fait, c'est ça qu'on observe sur les marchés, hein, le retour de la volatilité réalisée et donc de l'implicite, donc c'est un peu des projections, entretiennent le succès de l'analyse technique sur des paires majeures, et notamment donc sur le GBP CHF, on avait donné un signal d'achat en cassant à la hausse les 1,5432. Et bien aujourd'hui, le GBP CHF rebondit très bien sur les 1,5432. Il tient d'ailleurs une ligne de tendance haussière ici qui fonctionne bien. Il faut rester haussier sur le GBP CHF. Cette hausse du GBP CHF traduit de toute façon, de manière générale, la faiblesse de l'euro sur le marché des changes. L'euro qui est fortement pénalisé. Je vous ai montré tout à l'heure la volatilité implicite de l'euro en tant qu'indice devise. Et d'ailleurs, si je me tourne vers l'euro GBP, eh bien, cette paire de devises tend tout simplement, comme prévu par notre équipe, vers ses plus bas de juillet 2012, qui passe actuellement à 0,7750. Donc encore probablement au bas mot 25 pips à perdre sur l'euro GBP lors des toutes prochaines heures. La meilleure synthèse qu'on puisse faire justement sur le positionnement des investisseurs vis-à-vis de l'euro, c'est en regardant l'indice devise. Je vais aller le regarder immédiatement. Mais depuis la semaine dernière, il fait des nouveaux plus bas. Tenir des longs sur le GBP CHF, c'est tenir des ventes sur l'euro GBP, puisqu'elles sont à peu de choses près inversement corrélées presque à la perfection. Donc cet indice va s'afficher. Vous l'avez là. Donc ça c'est le yen index. On voit qu'il ne se passe pas grand chose. Ici vous avez la tendance générale du franc suisse qui lui reste fortement pénalisé. D'ailleurs le franc suisse casse des supports depuis le 24 septembre et il continue donc de s'enfoncer de toute façon. C'est un peu c'est ce qui guide un peu nos stratégies de long terme. L'achat des monnaies fortes en vendant en face les devises faibles que sont donc l'euro et le franc sur le FX, puisque ces deux monnaies cassent des niveaux de support. Voici l'euro index qui en fait a cassé un support le 25 septembre. Donc c'est le dernier signal de vente, c'est jeudi dernier, et voilà, la tendance baissière se poursuit tout simplement sur ces deux monnaies, avec donc toujours en effet cette stratégie du GBP CHF qui fonctionne plutôt très bien. Alors, une mise à jour sur le GBP NZD. Alors ça vient
Alors, Mam, y a-t-il un webinaire sur les fourchettes d'Andrews? Eh bien, excellente question, puisque oui, cet après-midi, à 14h15, il y a un webinaire, à 14h15, oui c'est ça, un webinaire sur les fourchettes d'Andrews, en fait un duo Nicolas Chéron, Nicolas Lavallée, les deux Nicolas sur les fourchettes d'Andrews. Alors, le GBP NZD, il est où? Le GBP NZD, j'avais un beau graphique, et je ne l'ai plus, misère, donc je vais en charger un, c'est pas grave. Alors la hausse du GBP-NZD illustre bien deux choses, à la fois la force du GBP mais surtout la faiblesse des devises dites de carry trade qui sont fortement pénalisées par le recul de la volatilité sur le marché d'échange. C'est d'abord l'AUD qui a décroché et c'est ensuite le dollar néo-zélandais, mais aussi pour tout un tas de raisons propres à leur politique monétaire respective, en tout cas au positionnement récent, au nouveau ton adopté par les patrons de ces deux banques centrales. Et pour tout un tas de raisons, le GBP-NZD a atteint un de nos objectifs de cours majeurs qui était celui des 2,10, mais il est probable qu'à terme, ce niveau soit cassé. Le timing n'existe bien sûr plus pour une stratégie longue, mais de toute façon la question ne se pose même pas puisque on vous en a parlé à maintes et maintes reprises, le 8 septembre sur support, le 17 septembre à la cassure de la résistance, le 22 septembre lorsqu'on a eu un avalement haussier, à nouveau ici le 25 septembre lorsqu'on a cassé la résistance à 2,05, les 2,10 sont atteints, donc il s'agit de cette résistance là horizontale. Et je pense qu'on peut s'attendre, notamment au mois d'octobre, en tout cas d'ici la fin de l'année, à ce qu'elle soit cassée à la hausse. Le premier vrai support daily, ce sont les 2,05. Je doute quand même que le marché se replie en direction des 2,05. Le premier vraiment support que je vois là, c'est 2,07. Et au-dessus des 2,10,50, eh bien c'est quoi? C'est 2,20, 2,25. Donc ça, ce sont des targets pour... Ce sont des cibles de moyen terme, tout simplement. Alors, impossible de trouver le webinaire sur l'USD HKD. Alors, il a eu lieu hier, ce webinaire sur l'USD HKD. Je ne sais pas s'il a été... il sera peut-être chargé sur notre chaîne YouTube prochainement. En tout cas, il suffit de vous rendre sur le site, d'utiliser la barre de recherche en tapant USD HKD et vous tomberez sur le dernier article qui avait été rédigé dessus. Alors, donc voilà, hop, je suis en live sur l'Eurodoll et je constate que, eh bien, on s'enfonce. On s'enfonce en direction, alors j'allais dire des 1,26, mais même pas des 1,26, puisque les 1,26 sont enfoncés. Alors, si j'essaie de trouver des niveaux de chartiste, je vois un support à 1,25, 1,25 $. Peut-être, ouais, bon, c'est pas évident, mais en tout cas, on s'enfonce. Alors, par contre, on a quand même un canal de baisse. Je vais essayer d'attraper la partie basse du canal parce qu'on va essayer quand même de capter au mieux le rythme du marché. On a ce canal en place depuis le 18 août. Où passe la partie basse? C'est quand même possible qu'on ait une réaction sur un 25,80 et encore. C'est un canal baissier, mais bon, on est capable d'en sortir par le bas. En tout cas, voilà, à 1,25,80 passe la partie basse de ce canal. Mais en termes de niveau de chartiste horizontaux, ouais, on voit que ça correspond ici à un léger cours de clôture, mais ensuite c'est les 1,25. Hein. Donc Laurent, vous êtes content parce que vous détenez une position longue sur le dollar index. Donc en effet, l'euro GBP approche d'un gros niveau, ça c'est un fait, mais on n'y est pas encore. Alors est-ce que l'euro GBP peut réagir favorablement sur son support à 0,7750 ? Honnêtement, c'est violent. Peut-être que la première touchette va le faire réagir. Et ensuite, combien de temps? Je n'en ai pas la moindre idée.
Euh, et c'est vrai que lorsque je regarde le GBP CHF, que je vois aller beaucoup plus haut, je crains le pire pour ce support des 0,7750 sur l'euro GBP. Je le vois davantage comme un objectif de cours pour des vendeurs. De là, envisager une stratégie d'achat agressive du niveau, ça me paraît compliqué, même si ça peut réagir dans un premier temps, sachant que c'est un bas de canal. Mais bon, voilà, là c'est quand même violent. Regardez, si je reprends le GBP CHF, le GBP CHF, en fait, je vois plus grand chose pour l'arrêter, hein, puisque lui il est passé. Donc il est même pas suracheté en plus. Alors, voilà. Bon, bah ça forcément, l'euro est en sous pression. Et enfin, donc une question sur l'USD CHF. L'USD CHF, c'est un peu notre thème de fond. Si vous aviez lu nos prévisions trimestrielles du troisième, et vous allez bientôt lire celle du quatrième, tout simplement la divergence des politiques monétaires. Le franc est dans la catégorie des devises faibles, le dollar dans la catégorie des devises fortes. L'USD CHF profite aussi pour la lecture graphique du retour de la volatilité sur le marché des changes, qui fait que lorsqu'on casse une résistance, elle devient support, et lorsqu'on casse un support, elle devient résistance. Et c'est ce qui s'est passé avec l'USD CHF depuis la cassure haussière des 0,9455. C'est un nouveau niveau de support, et là c'est vrai que je ne vois plus vraiment de résistance avant 0,9750. Donc c'est quand même sérieusement bullish. Et ça continue. Euro NZD. Alors, l'euro NZD, le voici. Alors, l'euro NZD a lui aussi bénéficié de la faiblesse du dollar néo-zélandais. Alors, on oppose quand même deux monnaies qui sont globalement faibles sur le FX. Sauf que depuis la semaine dernière, le dollar néo-zélandais a vraiment décroché. Donc même l'euro NZD a progressé. Je pense, là, il est en train de revenir sur support. Enfin, lui-même corrige parce que là, c'est quand même l'euro qui est sous pression. Quel est le premier support? Alors là, honnêtement, je pense que la paire peut corriger à court terme et revenir chercher peut-être c'est 1,60. En tout cas, je ne tenterai pas un achat ici à court terme sur cette paire de devises. Là, elle se replie, elle a besoin de consolider un peu toute cette phase de progression récente. Donc je pense qu'elle peut reculer. Il y a un premier support ici qui existe sur les 1,6150. Il passe 80 pips plus bas. C'est bien probable que le marché aille le chercher. Quant au GBP USD, il n'y a peut-être pas encore de timing, mais je n'ai pas abandonné à moyen terme. Je pense toujours qu'il faudra chercher des achats. Alors, le GBP est fort, c'est certain que mieux vaut le chercher à l'acheter face à des monnaies en difficulté. C'est compliqué lorsqu'on l'oppose à l'USD, qui est quand même la monnaie la plus forte. Mais voilà, elle continue de bien tenir. Alors certes, un 62,80, ça n'a pas tenu. C'est maintenant une résistance, donc échec, hein, je l'admets. Cependant, si le marché revient travailler ici les bas, je pense que là, moi je m'y intéresserai à nouveau. Mais à court terme, là, face à l'action des prix tout de suite en temps réel, ça me paraît clairement compliqué de tenter un achat. Donc là, l'eurodoll, il est quand même dans un bas de canal. Bon, un 25,81, c'est un bas de canal, ça peut se stopper là. Voilà, les chiffres d'inflation ils sont tombés. Mais ça reste un simple bas de canal chartiste, sans avoir réellement de niveau de prix. Sachant que là, si je devais aujourd'hui retenir quelque chose, c'est plutôt les 1,2660 qui changent de statut. Donc voilà, c'est pas encore ce mardi 30 septembre qu'on verra l'eurodoll franchir une résistance.
Qui sait? Nicolas dit qui sait, on ne sait jamais. Disons que si on devait esquisser un scénario, ça pourrait. Je pense que si un jour on franchit une résistance, ce sera hyper violent. Et que ça. Si un jour on doit rebondir vers 1,30 par exemple, ce sera très très rapide. Et ça peut avoir lieu jeudi. Parce qu'avec de tels chiffres de l'inflation, on est en droit d'attendre une réaction de la Banque Centrale Européenne. Sauf que si le marché a la sensation que toutes les cartouches sont utilisées, ou qu'en tout cas celles utilisées ne sont pas assez efficaces, mais ça va être difficile de voir venir le mouvement, quoi. Enfin, en l'état, pour l'instant, la phase baissière se poursuit. Après, je peux comprendre la difficulté de se positionner au niveau actuel. Envisageons les choses d'une autre façon. On peut soit ne rien faire, soit acheter ou vendre. Vendre, on se dit, après 1300, 1400 pips de baisse, on commence à se dire que c'est compliqué. Par contre, acheter, je dirais que là, sur 1,25,80, il y a l'argument de ce bas de canal pour peut-être revenir tester les 1,26,60. Ne rien faire, bref. Alors, Drick35 demande quelles sont les perspectives de l'euro GBP si on devait casser le support à 0,7750. Eh bien, je pense que pour avoir la réponse, vous devez utiliser et l'euro GBP et le GBP CHF, mais c'est tout simple, vous avez un historique de cours. Alors déjà, 0,7750, on n'y est pas. Je pense que dans un premier temps, on peut réagir favorablement quand même, hein, c'est quand même un niveau. Mais si à terme le niveau est cassé, vous avez un certain nombre de niveaux de prix horizontaux qui remontent à l'automne hiver 2007-2008. Et les niveaux horizontaux sont là, hein, 0,76, 0,7390, 0,7250. Disons que si ce niveau cassait, à terme, c'est un marché qui peut rejoindre les 0,7250. Mais quand même, 0,7750, si on fait une touchette dessus, bon, ça peut réagir dans un premier temps. C'est pas idiot de vouloir tenter un achat avec un stop sous 0,7730 pour le principe du premier test de support. C'est quand même les plus bas de juillet 2012. Et l'idée derrière, c'est d'avoir un mouvement de retour en direction des 0,78. Donc, pourquoi pas? Disons que parmi toutes les paires en euros, celle où il y aurait un niveau horizontal peut-être un peu plus propre, ce serait ces 0,7750 de l'euro GBP. Mais bon, prudence parce que le GBP CHF est quand même sérieusement bullish. Et je vois pas vraiment ce qui est en mesure de l'arrêter. Alors, visiteur, vous avez lu une analyse pour un Dow Jones à 18 000 points. Mais bien, j'ai envie de dire, tout est possible. Si on réalise de nouveaux sommets historiques, je ne sais pas, j'ai pas d'historique graphique sur ce marché, donc 18 000 points, ça doit bien correspondre à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi. Alors, 1,2535, donc Tim nous rappelle l'existence de ce niveau. Alors en effet, Lionel, le franc est en perdition sur le FX, comme l'indique l'indice devise, mais ça c'est pas nouveau, le franc a baissé et baisse depuis plusieurs mois, sauf face à l'euro, et peut-être que là aussi, tôt ou tard, la baisse aura lieu face à l'euro, mais pour l'instant, bon, voilà, il reste entre, il s'est même pas approché des 1,20, ici il n'y a pas grand chose à faire. Le CAD CHF. Alors le CAD CHF, j'imagine que le CAD CHF reste bien orienté, oui, et c'est le cas.
Donc là quand même en termes de rythme de marché, l'eurodoll à 1,2580, c'est un bas de canal. Ça peut quand même réagir. C'est ça. Alors Patrick, vous avez vu passer un tableau où on faisait la synthèse des devises fortes et des devises faibles. Alors ce n'était pas un webinaire, c'était nos prévisions trimestrielles du troisième trimestre. Et c'est un tableau qui sera à nouveau disponible dans nos prévisions du quatrième trimestre. Cependant, si ça vous intéresse, regardez ce que je vais faire tout de suite. Je vais le tweeter. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez me suivre sur Twitter. Regardez, je vais le tweeter. Voilà. Donc, je vais l'appeler tableau des devises fortes et faibles. Et je le tweet. Donc, je vais le chercher dans mes documents. Vous pourrez aller le chercher comme ça, de cette façon. Voilà. Hop, le voici. Donc ça, c'est un tableau qui avait été proposé en juin et qui a été actualisé au mois de septembre. Hop, le voici. Il y a deux façons de le retrouver, soit dans la section news en temps réel du site, soit en me suivant directement sur Twitter. Et si ça vous intéresse, c'est @VincentGann. Et vous pourrez accéder donc à ce tableau qui est donc ici. Voilà. Alors, Léonel nous propose ici un graphique qui semble intéressant. Ok, donc c'est un chart de l'eurodoll. Allez, donc écoutez, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Il est 11h50. Vous avez un webinaire à 14h30 avec Nicolas Lavallée et Nicolas Chéron sur les marchés financiers et les fourchettes d'Andrews. Donc voilà, ce sera le prochain point de marché. Merci à tous et à demain.